Éclairage sur un sujet de l'actualité économique. Taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Cours des principaux minerais de la RDC. Indice des prix à la consommation. C'est dans Jeudi Économie, chaque jeudi à 14 h après les infos. Et sa rediffusion jeudi 20 h. Jeudi Économie, émission présentée par Eric Ambago. Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans votre magazine hebdomadaire Jeudi Économie. Vous connaissez les rubriques, taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Vous aurez le cours des principaux modèles d'exportation du pays, le panier de la ménagère, un invité pour commenter un sujet de l'actualité économique. Commençons par le taux de change. Béro Matanda, bonjour. Bonjour Eric Ambago. Quelle est la parité aujourd'hui, franc congolais, principale devise étrangère? La parité franc congolais principale devise étrangère à l'indicatif se présente comme suit. Un dollar américain vaut 2849,99 949 francs congolais. Un euro équivaut à 3105,6031 francs congolais. Un franc CFA égale à 4,7345 francs congolais. Et un rand sud-africain vaut 162,5117 francs congolais. Au marché parallèle, un dollar américain vaut 2843 francs congolais, un euro vaut 2969 francs congolais et un franc CFA égale à 4,2 francs congolais. Et quel est le cours des principales matières d'exportation du pays? Voici le cours des matières premières. La tonne du cuivre a enregistré une hausse. Elle coûte 9 597,87 dollars américains contre 9 387,87 dollars américains la semaine dernière. Le coût de la tonne du cobalt n'a pas bougé. Il est toujours à 24 300 dollars américains. L'once d'or est vendue à partir de 2667,18 dollars américains contre 2786,36 dollars américains la semaine passée. Le baril du pétrole revient à 71,79 dollars américains contre 68,86 dollars américains il y a une semaine. Et enfin, une tonne de cacao est vendue à partir de 7251 dollars américains contre 7267 dollars américains la semaine dernière. Merci Béro Matanda, on vous retrouve avant la fin de cette émission pour le panier de la ménagère. L'Assemblée nationale avait déclaré recevable le projet de loi des finances pour l'exercice 2025 présenté par la première ministre Judith Suminwa. Ce texte a été transmis à la commission économique et financière pour un examen approfondi avant de revenir en plénière pour une adoption article par article, puis d'être envoyé au Sénat pour une seconde lecture. Le budget 2025 présenté en équilibre tant en recettes qu'en dépenses s'élève à 49 846,8 milliards de francs congolais, soit environ 18 milliards de dollars américains, enregistrant une augmentation de 21,6% par rapport à l'exercice précédent. Est-ce que ce budget sera exécuté? Jeudi Économie reçoit pour vous un député national. Il est membre de la commission ECOFIN justement. Honorable Flori Mapamboli, bonjour. Bonjour, cher Eric Ambago. Bonjour à tous les auditeurs de Top Congo FM. Avant l'Assemblée puisse recevoir, on va dire comme ça, la loi des finances, vous aviez d'abord examiné le projet de loi sur la reddition des comptes 2023. Alors, honorable, expliquez-nous pourquoi ce préalable. Merci beaucoup, une fois de plus, monsieur Eric. C'est ce que prévoit la loi numéro 011/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques. C'est donc une exigence légale. C'est-à-dire qu'avant qu'on l'on passe à l'examen de projection de l'année prochaine, les Congolais doivent savoir comment le budget de l'année passée a été exécuté. La reddition des comptes, c'est le fait pour le gouvernement de rendre compte à la représentation nationale de la façon dont il a exécuté la loi. En l'occurrence, pour le cas précis, la loi de finances de l'exercice 2023. Comment vous expliquez les irrégularités observées dans l'exécution de la loi de finances 2023 ? Oui, les dates pas d'aujourd'hui, ces irrégularités. Depuis des années, on constate ces irrégularités à partir du moment où... des individus ou ce sont... Non, je vais donner... c'est d'abord le système lui-même. Le système lui-même ne permet pas à ce que les
par exemple, en ce qui concerne le dépassement et les sous-consommations, le système tel qu'il est conçu ne permet pas qu'il y ait une certaine équité dans l'exécution de la loi de finances. À partir du moment où l'ordonnancement de toutes les dépenses est concentré au niveau d'un seul ministre, c'est-à-dire le ministre des Finances, ça pose problème. D'autant plus que cet exercice n'est même pas informatisé, il est manuel. Il faut qu'on aille vers le budget programme. Il faut qu'on aille vers la déconcentration de l'ordonnancement. C'est-à-dire que chaque ministre doit devenir ordonnateur de ses crédits. Aujourd'hui, les engagements se font au niveau du ministère sectoriel, les liquidations au niveau du ministère du budget et les ordonnancements sont faits par le seul ministre de Finances. Ça pose des sérieux problèmes. Il faut qu'on avance. C'est comme ça que dans plusieurs pays d'Afrique, quand vous allez au Maroc, vous allez en Côte d'Ivoire, c'est le système. C'est même le bien fondé d'avoir une direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. C'est celle-ci qui se charge justement de gérer la trésorerie de l'État et de tenir la comptabilité du gouvernement central. Maintenant, le ministre de Finances dans ces cadres-là, dans le cadre de la déconcentration de l'ordonnancement, devient trésorier. Qu'est-ce que ça veut dire? Chaque ministre engage ses dépenses jusqu'à les ordonnancer. Et à la fin, le ministre de Finances pourvoit en moyens. C'est-à-dire, le ministre de Finances donne l'argent aux comptables de ces ministères-là pour pouvoir couvrir les dépenses qui sont ordonnancées par le ministre sectoriel. Mais honorable, si l'on respecte les 4 phases de la dépense, l'engagement, la liquidation, l'ordonnancement et le paiement, il n'y aurait pas de problème si ces 4 phases sont respectées strictement. Non, le problème n'est pas à ce niveau-là. On n'a pas besoin d'un programme. Non, je comprends ce que vous dites. Oui. Oui, mais c'est toujours ce qui est fait, non, jusqu'aujourd'hui. Oui. C'est ce qui est fait. On a l'engagement par le ministre sectoriel. Si on le respecte de manière stricte, ça veut dire que l'engagement respecte le niveau de son crédit, la liquidation valide, l'ordonnancement, il voit le niveau de la caisse, comment ça se présente avant d'ordonner le paiement. C'est ce qui est fait aujourd'hui, mais on ne résout pas les problèmes avec ça. Parce qu'à partir du moment où l'ordonnancement restera auprès d'une seule personne, du ministre de Finances, celle en l'occurrence, on aura le même problème. Vous pouvez engager votre dépense, la liquider. Mais quand ça arrive à l'ordonnancement, là, il y a un souci parce que on doit voir l'état de la caisse avant de pouvoir attribuer des crédits aux ministères qui en ont fait la demande à travers les dossiers d'ordonnancement. Sauf que là, vous avez plein de dossiers qui viennent de manière manuelle, c'est pas informatisé. Et le ministre doit commencer à choisir. Le ministre des Finances doit commencer à choisir. Pas forcément sur des bases objectives. C'est en fonction des réalités en présence, en fonction des urgences en présence, en fonction des pressions qui viennent de part et d'autre. Et parfois, d'autres dossiers passent toute l'année au cabinet du ministre des Finances sans être ordonnancé. Si maintenant chaque ministre ordonnance ses dépenses, on aura une bonne visibilité. Il n'y aura pas de dépassement, sauf si le ministre du budget, dans le cadre de ses prérogatives légales, autorise qu'il y ait de virements de crédits, de mouvements de crédits entre différents postes dans un même ministère, etc. Si cela est fait, eh bien, on peut avoir des ajustements. Mais si cela n'est pas fait, on reste dans les crédits qui sont attribués à chaque ministère. Vous verrez qu'il n'y aura pas de dépassement, il n'y aura pas de sous-consommation. C'est vrai, on n'aura pas tout payé à la fin, mais au niveau des engagements et des ordonnancements, on n'aura jamais de dépassement, jamais. Mais les dépassements, si la chaîne de la dépense ou ceux qui gèrent la chaîne de la dépense sont stricts, chacun va consommer ses crédits. Vous pouvez liquider comme vous voulez, mais quand ça arrive au niveau de l'ordonnancement, c'est là que ça pose problème. C'est le ministre, lui, seul, qui prend position et c'est ça son job. C'est son job, c'est son travail. Mais c'est pas ce qui prévoit la loi. La loi ne prévoit pas ça. Ça, c'est l'ancien système, en fait, où le ministre des Finances doit être seul ordonnateur de toutes les dépenses publiques. Le ministre des Finances est ordonnateur général des recettes. Il n'est pas ordonnateur général des dépenses. Chaque ministre est censé ordonnancer ses dépenses. Mais aujourd'hui, comme on ne respecte pas justement l'intégralité de la loi relative aux finances publiques, c'est pour cette raison que nous continuons jusqu'aujourd'hui à concentrer l'ordonnancement au niveau du seul ministre de Finances. Donc, la suggestion, c'est qu'on aille vers la déconcentration de l'ordonnancement et cela passe par le fonctionnement en plein régime de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, DGTCP ainsi. Alors, parlant de la reddition des comptes, on avait observé des dépenses effectuées, pour la plupart des cas, en procédure d'urgence. Il y a eu
des décaissements qui ont échappé au contrôle, qui ont échappé à la chaîne de la dépense. Oui, c'est les dépenses en urgence, effectivement, posent souvent un sérieux souci. Mais après, il faut qu'on explique. Le manuel des procédures, il y a un manuel des procédures qui est élaboré et promulgué par les deux ministères du budget et de finances, prévoit 2 procédures. Il y a la procédure standard, celle où le dossier passe par l'engagement, la liquidation, l'ordonnancement et les paiements. Il y a également la procédure d'urgence. C'est une procédure totalement simplifiée où seul le ministre des Finances écrit à la Banque centrale pour paiement. Les 2 procédures cohabitent. Sauf que dans cette dernière procédure, c'est-à-dire celle en procédure d'urgence, il y a un certain nombre de dépenses qui peuvent bénéficier de cette procédure. Entre autres, le frais d'émission, le cas par exemple des catastrophes naturelles. Par exemple, il y a des problèmes de déplacer à Goma. On peut sortir l'argent en procédure d'urgence. C'est autorisé. Mais depuis des années, il se constate parfois une éviction. C'est-à-dire que certaines dépenses parfois jugées essentielles qui doivent passer par la chaîne sont exécutées en procédure pour quelle raison? d'urgence. C'est dans le souci d'éviter le contrôle. Non, pas forcément. Déjà parle, mais souvent la réalité est totalement différente. Il y a certaines dépenses qui, de par leur nature, de par l'urgence qu'elles suscitent. Oui. En dehors de ce que vous venez d'énumérer, quelles autres dépenses qui peuvent... Les dépenses de la guerre, par exemple. Oui, mais ça, Je vais vous donner un exemple. Oui. Je vais vous donner un exemple. Pour acheter les armes et les munitions, c'est une dépense extrêmement stratégique et très sensible. Les dossiers ne peuvent pas circuler dans la chaîne de la dépense. Dans la chaîne, ça passe par plusieurs mains, jusqu'à arriver chez le ministre des Finances, jusqu'à ce que ça aille à la Banque centrale. C'est très complexe. C'est-à-dire que tout le monde verra quel type d'armes, combien d'armes on veut acheter, quel type de munitions qu'on veut acheter, etc. Pour des questions de sécurité, on décide de le faire passer en procédure d'urgence. Mais en réalité, ce n'est pas une dépense qui est éligible à la procédure d'urgence. On la paye, après, on régularise par la chaîne. C'est des choses qui arrivent. Si vous lisez par exemple les rapports du FMI pour l'exercice 2023, le FMI qui est allé vérifier jusqu'au niveau de la Banque centrale vous dit il y a eu 18% de dépenses exécutées en procédure d'urgence, dont 8% qui concernent les dépenses de sécurité. C'est-à-dire que si vous enlevez ces 8%, on retombe à 10% qui est la limite autorisée. Si vous avez suivi même le nouveau ministre de Finances, il vous dira que même lui, il exécute certaines dépenses en procédure d'urgence. C'est pas parce qu'il le veut. Il y a des injonctions. Il y a des histoires qu'on ne peut pas dire. On peut pas dire à la radio, dans le média. Mais il y a des choses qui arrivent qui sont extrêmement sensibles. Parfois, vous n'avez pas de choix. Que pour aller vite, pour des questions de souveraineté, pour des questions de sensibilité, pour des questions de confidentialité, vous êtes obligé d'exécuter ces dépenses-là. Mais attention, mais je n'encourage pas, mais Céric, je n'encourage pas les recours systématiques à la procédure d'urgence. Mon souhait, en tant que député, il faut que les dépenses suivent la chaîne pour permettre une bonne traçabilité, pour permettre aussi la production des états des suivis budgétaires qui seront proches du plan de trésorerie du pouvoir central. Alors, lorsque vous parlez justement de ces paiements en procédure d'urgence, il y a la dette publique qui est payée en procédure d'urgence. Ça, c'est une irrégularité qui est inacceptable. Mais ça, vous êtes d'accord avec moi? En quoi c'est une urgence? En tout cas, les documents qui m'ont été soumis, j'ai essayé de regarder les documents du ministère des Finances, la reddition des comptes. Je n'ai pas vu un tel constat. La Cour des comptes affirme que près de 52% des dépenses, notamment liées au paiement à la dette publique, n'ont pas été certifiées et ont été payées en procédure d'urgence. Mais il faut faire très attention. C'est pas ce que la Cour a dit. La Cour a dit 52% de dépenses de manière totale sont exécutées en procédure d'urgence. En d'autres termes, 48%, près de 48% seulement, sont exécutés en procédure standard. Vous comprenez? Mais moi, je sais que les gens parfois m'attaquent, les gens disent que j'en fais un peu trop, etc. Mais, cher Eric, la vérité restera la vérité. La Cour des comptes a dit que 52% des dépenses étaient exécutées en procédure d'urgence. Oui. Les députés nationaux, les collègues
notre collègue, encore l'honorable Mwando Ntimba, l'a soulevé lors de la plénière. Quand nous sommes allés en commission, il a reposé la question au ministre du Budget et au ministre de Finances. Ensuite, le ministre de Finances a écrit: si vous prenez les rapports de la commission ECOFIN, de notre commission, vous allez à la page 11. Le ministre de Finances dit clairement, je parle du ministre de Finances actuel. Absolument, ok. Il le dit clairement dans ses réponses. Il a écrit à l'ECOFIN. Il a écrit à l'ECOFIN pour dire non, ce n'est pas 51%, c'est plutôt 18%, tel qu'attesté par les débits d'un sous-compte qui s'appelle dépenses en urgence à la Banque centrale. Ces sous-comptes-là existent. Qu'est-ce qui manque à la Cour des comptes? De demander les journaux des opérations comptabilisées à la Banque centrale pour vérifier si l'information qu'elle a donnée aux Congolais était vraie ou fausse. La Cour des comptes a induit tout le monde en erreur. C'est vraiment mon sentiment. Et c'est déplorable. Mais comment on arrive à 52%, dites-moi? Je ne sais pas, ça il faut demander. Vous êtes 18%, ça veut dire quoi? C'est parce que moi j'ai dit, le FMI l'a dit, c'est pas moi qui l'ai dit. Il faut qu'on lise aussi. À l'issue de la 6e revue avec le FMI, il y a eu un rapport de près de 200 pages qui a été publié. Le FMI dit clairement que nous sommes à 18%. La Cour des comptes vous dit 51 ou 52%. Mais moi je me demande d'où vient le chiffre de la Cour des comptes. Pourquoi ils ne se mettraient pas autour d'une même table avec le ministère des Finances, avec la Banque centrale, pour justement contre-vérifier ces chiffres? Les chiffres de la Cour des comptes viennent des administrations. Non. Moi j'ai les documents. Oui. Vous êtes venu, je vous ai montré les packs des documents que j'ai reçus du ministère des Finances. J'ai vérifié, j'ai lu les documents, tous les documents. Nulle part cela a été écrit. Mais les problèmes, c'est l'image que nous envoyons de notre pays. Une institution aussi sérieuse comme le Fonds monétaire international fait ses audits. Les revues là, quand on dit revue, c'est audit. Le FMI fait un audit, vous dit voilà ce que j'ai trouvé. Vous, une institution aussi stratégique que la Cour des comptes, vous envoyez un rapport à l'Assemblée nationale où vous dites non, ce n'est pas 18, c'est 51%. Mais vous êtes autorité budgétaire, la Cour des comptes est rapprochée à l'Assemblée nationale. Vous avez convoqué le premier président de la Cour des comptes à ce sujet. Malheureusement, conformément à nos textes, le président de la Cour des comptes est censé venir. Le premier président de la Cour des comptes est censé venir à l'Assemblée pour présenter son rapport. Mais compte tenu du temps, on avait un problème, on avait un impératif, le temps qui courait. On n'a pas pu faire cet exercice au niveau de l'Assemblée nationale. Ce qui a fait que la commission ECOFIN s'est inspirée de ces rapports-là, se disant, c'est quand même une institution sérieuse, c'est quand même une institution qui soutient l'Assemblée nationale et donc elle ne peut pas se tromper. Alors que dans la réalité, effectivement, je suis sûr et certain à 100% que la Cour des comptes s'est trompée. Lorsque la Cour des comptes dit également que plusieurs dettes n'ont pas été certifiées, la Cour des comptes... Une fois de plus, il y a un problème. Il y a une certaine catégorie de dettes intérieures qui ne passent pas par la certification à la Direction générale de la dette publique. Quelles sont ces dettes? DGDP en sigle. Quelles sont ces dettes? La subvention pétrolière. Quand vous achetez les carburants à la pompe, il y a une partie que vous-même vous payez, il y a une partie que l'État paye. C'est-à-dire l'État, en ce moment-là, a une dette envers les sociétés pétrolières. Par la suite, il doit payer ces sociétés-là. C'est ça qu'on appelle subvention pétrolière. Maintenant, cette dette-là n'est pas certifiée à la DGDP. Il y a un mécanisme interministériel qui existe, qui est chapeauté par les ministères de l'économie nationale, où d'un côté, les gouvernements et de l'autre côté, les sociétés pétrolières se retrouvent pour certifier. Après ces travaux de certification, il y a un document qui est signé par tout le monde qui certifie que l'État doit autant aux sociétés pétrolières et logistiques. Par la suite, le ministre de l'économie écrit au ministre des Finances pour payer les sociétés pétrolières. Vous avez par exemple la TVA qu'on rembourse aux sociétés minières. Cette TVA-là est certifiée par l'IGF. C'est l'IGF qui certifie les chiffres que les sociétés minières déclarent à la Direction générale des impôts. Et l'IGF certifie, et en fonction de ça, le ministre des Finances peut voir, selon les situations de la trésorerie, comment désintéresser ces sociétés. Vous avez les bons et obligations du Trésor. Ce sont des titres publics. Lorsque les dépenses de l'État sont supérieures aux recettes mobilisées, le gouvernement peut courir aux emprunts intérieurs. C'est-à-dire, le gouvernement va lancer des titres publics, des bons et des obligations du Trésor. Les banques vont souscrire et l'État va s'endetter auprès de ces banques-là.
Et quand l'État s'endette, il y a également des intérêts qui s'en suivent. Ces intérêts-là font partie de la dette intérieure. Même la dette, le principal lui-même, c'est une dette intérieure qui n'est pas certifiée par le DGTP. Non, garantie par la Banque centrale après signature du ministre de Finances. Vous avez aussi des coupons, c'est-à-dire des intérêts sur les anciennes avances de la Banque centrale sur le gouvernement. À l'époque, on recourait au financement monétaire. C'est-à-dire que l'État faisait beaucoup plus de dépenses que ses recettes et c'est la Banque centrale qui émettait la monnaie pour couvrir ces dépenses-là. Maintenant, pour régulariser la situation, revenir à la normale, parce que ça ne se fait plus depuis... Pour revenir à ce qui est indiqué, on a signé un protocole d'accord pour que l'État commence à rembourser progressivement la Banque centrale. Il y a les principales et il y a aussi les intérêts que les gouvernements payent. Ça, c'est la dette intérieure. Mais pour finir, les crédits documentaires, c'était avant. Le gouvernement a signé des engagements avec certains partenaires. Ces engagements-là ont eu la garantie de la Banque centrale. Ce qui fait que le compte de la Banque centrale est débité automatiquement par ses partenaires. La Banque centrale, à son tour, vient débiter automatiquement les comptes généraux du Trésor pour se couvrir. Parce que c'est elle qui avait garanti ces dettes de l'État. Cette garantie-là n'existe plus aujourd'hui. Parce que c'est interdit. Vous dédouanez tout ce qui s'est passé, reddition de compte, tout s'est bien passé en 2023? Non, il ne faut pas dire ça. Je n'ai jamais dit ça. Je m'insurge sur des choses. On a parlé du niveau des dépenses en urgence. On a parlé du paiement de dettes intérieures non certifiées. Je viens de vous expliquer. La plénière a décidé de mettre en place une commission d'enquête. Ça veut dire que ce n'est pas encore clair. Même non, c'est encore une bonne chose, justement, pour clarifier la situation. Cette commission pourra nous aider tous à voir clair sur le chiffre avancé par les uns et les autres. Alors, vous avez également adopté le projet de loi rectificative 2024, revu à 15,8 milliards de dollars. Comment vous expliquez cette augmentation? Alors, l'augmentation est simple. Je vais être clair, c'est bref. C'est que la loi de finances 2024 a été rectifiée suite au fonds issu de la renégociation du contrat chinois, contrat Chicomine. De 7 milliards de dollars. 624 millions de dollars vont être versés en 2024. Okay. Et donc, il fallait prendre en compte ces chiffres-là qui n'étaient pas dans le budget initial. 624 millions de dollars. En plus de cela, le gouvernement nous a dit qu'il était dans une démarche avec la Banque mondiale pour obtenir un appui budgétaire de 750 millions de dollars. Mais aussi 15 millions d'euros venant de l'Agence française de développement. La somme de tous ces montants vous amène aux alentours de 1,3 milliard de dollars. Il fallait que ça soit pris en compte dans le budget 2024. Parce qu'il faut faire attention. Quand vous êtes en train de donner les chiffres en dollars, il faut revenir au taux qui a été appliqué au moment de l'élaboration. Alors, le budget 2024 était à 40 986 milliards. Ok, de francs congolais, ce qui représentait 16,3 milliards de dollars. À l'époque. Nous sommes passés à, dans la loi de finances rectificative, 44 410 milliards de francs congolais, qui représentent malheureusement 15,8 milliards de dollars. En réalité, en dollars, on a un tout petit peu baissé suite à la dévaluation de la monnaie nationale. Donc le compte était bon pour 2024, on a atteint pratiquement 16 milliards de dollars. On n'a pas encore atteint parce que on est en cours d'exécution. On va attendre jusqu'à décembre et l'année prochaine, lors de la reddition des comptes, c'est là qu'on évaluera justement les réalisations. Et cet argent a été en grande partie affecté aux investissements, notamment la rocade qu'on est en train de construire de l'autre côté, c'est avec l'argent ici de la renégociation du contrat. Vous savez, ça sera combien à peu près? Ça coûtera combien? Cette rocade, ça coûtera combien? Il y a un chiffre qui a été mis dans les documents, je ne l'ai pas en tête. Vous allez suivre de près parce que parfois la construction des routes pose parfois des problèmes. On vous présente un chiffre et puis après on va vous dire il y a des modifications au regard de la structure, le relief, tout ça. Non, mais je crois que le moment venu, c'est vraiment notre vœu. Il faut que l'Assemblée nationale ait un œil, puisse accentuer. C'est ça justement les contrôles parlementaires, c'est de contrôler pour que les choses se passent comme prévu. Alors le projet de loi de finances 2025
est de près de 18 milliards de dollars américains, qui est évalué à 49 846,8 milliards de francs congolais, environ 18 milliards de dollars américains. Je ne sais pas d'où viennent ces chiffres, des 18 milliards. Environ, oui, si on calcule au taux de 28 par exemple, c'est ça. Vous avez un taux de moyen qui est prévu dans le budget 2025. Oui. Ce taux moyen est de 2954 francs congolais pour $1. Donc ça dit c'est un peu moins de 18 milliards. Donc 16,9 milliards. 16,9 milliards. 16,9 milliards de dollars pour 2025. Alors, je vais expliquer un peu. Sur les 16,9 milliards, vous avez 15,3 milliards du budget général. Et puis, vous avez quelques 270 millions pour les budgets annexes et près de 1,2 milliard plutôt de dollars pour les comptes spéciaux. Sur les, en tout cas, près de 15,4 milliards de dollars, vous avez 10,7 milliards de recettes internes, c'est-à-dire que nous-mêmes, on est censé mobiliser 10,7 milliards. Et puis, 4,6 milliards représentent les recettes extérieures, c'est-à-dire ce qui doit venir de nos partenaires. Ça fait 15,4. 15,4 milliards de recettes du budget général, dont 10,7 milliards de recettes internes. Mais dans les 10,7 milliards, vous avez 5 milliards des recettes minières. Notre économie est toujours tirée par le secteur minier. Donc les jours où on n'a plus de mines, on est foutu. Alors, honorable, est-ce que cette loi est réaliste? Oui, je crois qu'elle l'est. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avons plusieurs réformes en pipe. Si le gouvernement implémente ces réformes, nous pourrons avoir un bon niveau de réalisation des recettes. Par exemple, la TVA, la réforme sur la TVA, donc la facture normalisée, si elle est bien suivie, si elle est bien implémentée, nous pouvons avoir beaucoup d'argent derrière. Il y a de plaques d'immatriculation, c'est aussi une réforme. Les permis de conduire, le jet d'argent. Vous avez suivi le ministre actuel de Finances l'a dit que la réforme était en cours. Les contrôles de terminaux mobiles, etc. Ce sont des réformes. Si elles sont implémentées, elles sont bien suivies, ça pourra nous rapporter beaucoup d'argent. On pourra même dépasser les chiffres qui sont prévus dans le budget. Mais justement pour la TVA par exemple, pourquoi est-ce qu'on n'investit pas dans l'achat des caisses enregistreuses par exemple pour arriver à collecter ces fonds c'est des vieilles méthodes. Ça c'est des vieilles méthodes. Vous n'avez pas besoin d'aller placer des dispositifs physiques. Il suffit de connecter les systèmes des opérateurs économiques à travers un logiciel. Vous avez toutes les informations. C'est ça la facture normalisée. Et si ce système-là est bien implémenté, je vous dis, c'est des milliards de dollars que nous engrangerons rien que pour la TVA. Parce que aujourd'hui, la fraude est massive. La fraude sur la TVA. Les opérateurs déclarent ce qu'ils veulent et le gouvernement n'a aucun moyen pour contrôler ce que les opérateurs déclarent. La Première ministre a parlé d'une hausse de 18,2% des crédits alloués aux investissements. Pourquoi ça part en pauvre? Oui. Excusez-moi, je vais corriger. Oui. En 2024, la loi de finances 2024, budget général, 37 366 milliards de francs congolais, dont 17 971 milliards de dépenses courantes, 18 575 milliards de dépenses d'investissement, 820 milliards de dépenses exceptionnelles. Budget 2025, 21 964 milliards de dépenses courantes, 21 965 milliards de dépenses d'investissement, 1448 milliards de dépenses exceptionnelles. Total budget général pour 2025, budget 2025, 45 377 milliards. Maintenant, regardons ce que ça donne en pourcentage. Budget 2024, 48,1% dépenses courantes, 49,7% dépenses d'investissement, 2,2% dépenses exceptionnelles. Budget 2025, 48,4% dépenses courantes, 48,4% dépenses d'investissement, 3,2% dépenses exceptionnelles. Qu'est-ce que vous avez remarqué? La part de dépenses d'investissement sur le budget général a baissé. On est passé de 49,7% à 48,4%. Le budget tel qu'élaboré donne beaucoup de moyens aux investissements. Quand on donne 48% aux investissements, c'est une bonne part. Le problème, c'est dans l'exécution.
C'est dans l'exécution. Je vais vous donner un chiffre. Sur les 48 milliards, par exemple, pour l'année 2025, les investissements en province représentent 8%. Les investissements sur fonds de péréquation représentent 5% du budget général. Ça vous fait déjà combien? 13%. Donc sur les 48%, vous avez 13%. Ces 13% ne sont jamais exécutés. L'exécution est nulle. Pour quelle raison? 0%. Pour quelle raison? C'est-à-dire, si vous enlevez 13% de 48%, il vous reste combien? Il vous reste 35%. Déjà, on n'est plus à 48, on est à 35%. À 35%, oui. Parce que le gouvernement n'exécute pas. Il faut mettre des mécanismes. Il faut mettre des mécanismes. Pourquoi le gouvernement Moi, je vais vous dire pourquoi le gouvernement n'exécute pas. Vous avez les dépenses exceptionnelles. C'est les dépenses liées, entre autres, à la guerre, aux élections, etc. Vous prévoyez 820 milliards, par exemple, en 2024. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes à 3200 milliards. On a déjà dépassé 3200. Je ne sais pas si on est déjà à 4000 milliards. Mais cet argent qu'on a affecté aux dépenses exceptionnelles est venu d'où? On a pris quelque part. À partir du moment où la guerre persiste et que nous avons l'historique récent des dépenses effectuées sur ressources propres, dépenses exceptionnelles sur ressources propres, on doit ajuster les prévisions sur cette ligne. On prévoit en 2025 1448 milliards, mais j'ai craint que ces chiffres soient largement en deçà de ce que l'on pourra réaliser lors de l'exécution du budget. Or, c'est la guerre. Qu'est-ce que vous voulez? La guerre est là, la guerre continue. Le ministre de Finances n'aura pas d'autre choix que de payer les dépenses de sécurité qui sont extrêmement urgentes et ponctionner ces crédits quelque part. Et généralement, c'est les dépenses d'investissement qui en pâtissent. Aujourd'hui, la RDC peut budgétiser la guerre. Elle sait que la guerre nous coûte autant pour racheter du matériel, pour nourrir les troupes. Le budget de la guerre est connu. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on ne peut plus être perturbé en ce qui concerne la gestion des autres secteurs de la vie nationale. Voilà, c'est ça les problèmes. Donc le gouvernement a déposé ces projets de loi que nous allons revoir. Mais parmi les choses à revoir, il y a également cette ligne-là. Il faut l'augmenter. En tenant compte des réalisations antérieures. C'est-à-dire il y a eu des réalisations en 2024. On peut regarder les chiffres fin septembre ou fin octobre, on peut s'en inspirer. On peut voir les chiffres de 2023, on peut voir les chiffres de 2022. Vous verrez que c'est des dépenses qui sont en augmentation exponentielle. Et donc, nous devons tenir compte de cet aspect des choses pour donner au gouvernement les moyens de faire face à cette guerre injuste nous imposée par les Rwandais. Malheureusement, vous n'avez pas la capacité de contrôler ces dépenses. Si, on a la capacité. La guerre, on parle de secret défense. Non. Vous avez suivi, je crois que vous avez suivi le président de notre chambre. Il a dit que nos contrôles au niveau de la commission ECOFIN devront être trimestriels. Et donc, on demandera au gouvernement de mettre à notre disposition ces chiffres pour que l'on puisse vérifier, entrer dans le détail et tirer des conclusions pertinentes. Parce qu'on a vu la législature précédente, vos collègues avaient du mal à suivre de près l'exécution des fonds qui étaient alloués à la défense. C'est vrai, il y a des dépenses qui sont classées secret défense, mais même si on ne donne pas les détails, on doit quand même expliquer, dire voilà de quoi il s'agit. On a un montant global, mais voilà comment ces montants se déclinent en chiffres. C'est dans le cadre aussi de l'amélioration de notre collaboration, nous, le Parlement, avec le gouvernement. 7,4% de ce budget pour les secteurs de l'agriculture, pêche, élevage, est-ce que c'est suffisant pour booster ce secteur clé de l'économie congolaise? Je vais vous dire une chose. Ça, c'est moi. C'est ce que je pense. Notre pays ne pourra pas se développer si on n'investit pas dans les infrastructures routières, principalement, si on n'investit pas dans l'agriculture, si on n'investit pas dans l'électricité. À mon avis, ces trois secteurs peuvent faire décoller de manière étonnante notre économie. Je suis totalement d'accord avec vous. Ces crédits sont insuffisants. Encore que ces crédits-là sont contenus, entre autres, dans les transferts, les investissements qu'on envoie en province, dans les fonds de péréquation qu'on n'exécute pas. Il y aura un problème dans l'exécution. On aura même un problème pour exécuter ces 7%. Mais moi, ce que je veux pour notre souveraineté agricole, qu'un plan cohérent soit présenté pour le développement de notre agriculture. Je pense que le ministre de l'Agriculture doit arrêter d'acheter des tracteurs. Ça ne sert à rien. Ce pays est considéré comme un des plus grands cimetières des tracteurs au monde. Il faut qu'on passe à un plan cohérent de souveraineté agricole, un plan cohérent de développement de notre agriculture avec des financements échelonnés même sur 5, 10, 15, 20 ans.
Et comme ça, on va suivre, voir comment nous pouvons reprendre la main sur notre agriculture. Parfois, le gouvernement vous embrouille avec des tonnes de documents. Est-ce que vous avez le temps de lire cette documentation qui vous est transmise par le gouvernement? Le gouvernement ne nous embrouille pas. D'ailleurs, ces documents-là ne sont pas suffisants. Les articles 78 et 79 de la loi relative aux finances publiques énumèrent les documents que le gouvernement est censé déposer au même moment que le dépôt du projet de loi de finances. J'ai quand même eu le temps d'essayer de parcourir la majorité. En diagonale, mais pas vous pouvez pas. Non, je suis pas obligé de lire ligne par ligne. Je sais, en tant que professionnel des chiffres, je sais qu'est-ce que je suis censé lire, capter l'essentiel. Lorsque votre collègue a dit, par exemple, qu'il a trouvé sur le document 9 que le ministre des Transports avait programmé l'achat de 60 avions en 2025, vous l'avez contredit. Mais comment ça se retrouverait? Je voulais d'abord dire que la vocation, selon nos us et coutumes parlementaires, la vocation n'est pas de contredire les collègues. J'ai plutôt rectifié quelque chose à l'attention des Congolais qui nous suivent. Ce sont des perspectives et c'est bien écrit. Mais qui sont échelonnés? Non, c'est-à-dire que dans les documents, c'est vrai qu'il faut améliorer. Il y a des choses. Il y a l'opportunité de ces perspectives-là. Ça, c'est un autre débat. Je rappelle que notre invité, c'est le député Fleury Mapamboli, membre de la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale. Monsieur Fleury Mapamboli, avec vous, nous allons suivre le panel de la ménagère avec Béro Matanda. Voici comment se présentent les prix des denrées alimentaires de base sur le marché. Une mesurette ou copeaux des haricots coûte 3 600, 4 000 voire 4 500 francs congolais au marché Zigida. Elle coûtait 2 800, 3 500 voire 4 000 francs selon la qualité. Le sac varie entre 160 et 240 $ américains. Une mesurette ou écolo des frétins coûte 15 000 francs congolais dans ce même marché. Une mesurette ou copeaux des riz coûte 2 000 francs. Une mesurette ou écolo de maïs coûte 2 500 francs congolais. Une mesurette ou écolo de semoule coûte 3 000 francs congolais. Un tas de bananes plantains varie entre 2 000 et 7 000 francs congolais. Un sac de cossette de manioc est à 180 000 francs et le seau coûte 18 voire 20 000 francs congolais. Un sac de semoule de 25 kg est vendu entre 48 et 68 000 francs congolais, c'est selon la marque. Celui de riz de 25 kg coûte 75 000 francs congolais. Une choukwang bateki coûte 1 000 francs. Un sachet de sucre de 5 kg est à 18 000 francs congolais. Un carton de chancha est à 88 $ américains. 1 kg coûte 11 000 francs congolais. Un carton de poulet sans emballage est à 31 $ américains et un poulet varie entre 14 et 15 000 francs, c'est selon le poids. Un carton de couche de poulet est à 26 $ américains. Le kilo est à 8 000 francs. Un kilo de viande de bœuf coûte 20 000 francs congolais. Un bidon d'huile végétale de 5 litres revient à 28 voire 30 000 francs congolais. Une bouteille d'huile végétale de 750 ml coûte 2 000 francs et celle de 1,5 litre coûte 7 000 francs congolais. Un filet d'oignon varie entre 25 et 40 000 francs au marché Zigida. Un oignon est vendu à partir de 200 francs. Un filet d'ail varie entre 75 et 80 000 francs congolais. Une gousse d'ail est vendue à partir de 200 francs congolais. Un tas de tomates est vendu à partir de 1 000 francs. Un tas de piments coûte 500 francs. Une botte d'oseille coûte 1 000 francs. Un chou paumé est vendu à partir de 1 000 francs. Une botte de feuilles de manioc coûte 3 000 francs. Une botte d'amarante est à 2 000 francs. Une mangue coûte 300, 500 voire 1 000 francs congolais. Un ananas est vendu à partir de 5 000 francs. Une pastèque va jusqu'à 20 000 francs congolais. Une papaye est vendue à partir de 3 000 francs. Un avocat varie entre 2 000 et 5 000 francs. Un pain est vendu à partir de 200 francs dans les boulangeries artisanales ou Mapaya Koni. Merci Béro Matanda, on vous retrouve la semaine prochaine avec vos différentes rubriques. Alors, un petit commentaire, Monsieur Fleury Mapamboli, sur le panel de la ménagère. Les prix sont toujours en surchauffe sur le marché. Il y a des efforts à faire. Il faut qu'on prenne des bonnes mesures. Par exemple, quand on prend la mesure de réduction du prix de carburant à la pompe, ça touche une certaine catégorie, c'est-à-dire des personnes qui ont des voitures. Ça touche aussi les entreprises. Et donc, c'est une mesure qui ne va pas bénéficier au moins nantis. Parce que le coût de la course n'a pas changé, malgré la baisse des prix à la pompe. Mais moi qui ai une voiture, vous qui avez une voiture, ça vous profite. Il fallait laisser les carburants à ces prix-là. Parce que quand vous laissez les carburants à ces prix-là, vous générez des ressources. Au lieu que ce soit vous qui payez les entreprises pétrolières, c'est les entreprises qui vous payent. Les ressources qui auraient dû servir à payer la subvention pétrolière peuvent être utilisées à construire des routes. Donc c'est une mesure qui peut avoir des répercussions positives sur le panier de la ménagère, mais il faut bien choisir
les produits. Aujourd'hui, Fleury Mapamboli, milliardaire. Moi aussi, je cherche cet argent. Vous étiez aux finances, on me dit que je suis milliardaire, j'ai de millions, etc. Je les cherche moi aussi. Comment vous étiez au ministère des Finances? Ce sont les mêmes personnes qui vont se moquer de moi quand je serai bientôt la fauchée. Donc, je préfère pas commenter des histoires. J'ai plusieurs fois été interpellé à l'époque, d'ailleurs, mais jusqu'à aujourd'hui, auprès des services de sécurité. Voilà, il y a eu telle dépense, on se dit. Après, quand tu expliques, ils disent « Ah, on nous a induit en erreur, c'est pas ça. » Je sers mon pays avec patriotisme, avec compétence, avec intégrité. Parce que ce pays m'a tout donné. Je suis né, j'ai grandi ici, je travaille ici. Je ne suis jamais sorti de ces pays pour aller vivre ailleurs. Et donc, je ne ferai jamais du mal à mon pays. Je rappelle que notre invité, c'était Monsieur Fleury Mapamboli, il est député national. Honorable, merci d'avoir répondu à l'invitation de Jeudi Économie. Merci, Monsieur Eric. Merci également à tous nos compatriotes, tous les auditeurs de Top Congo qui nous ont suivis. Merci à mes électeurs des Kasongolou qui auront également l'occasion de suivre cette émission. Merci à Miguel Ménal, le réalisateur. Merci à vous, chers auditeurs. Vous pouvez suivre cette émission sur notre page Facebook. Jeudi Économie avec Eric Ambago. À très bientôt.